Bonjour à tous. Que signifie le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour les entreprises européennes? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Et j'ai le plaisir d'avoir Mathieu Plane autour de la table. Mathieu est directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l'OFCE Sciences Po. Maxime Darmet, qui est chef économiste senior chez Juste Allianz senior pour Trade. l'instant. Et Benjamin Lebruschek, responsable de l'arbitrage international et moyen terme chez Allianz Trade. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que Mathieu, tu peux nous dire où nous en sommes aux États-Unis et quel héritage Joe Biden va laisser à son successeur républicain? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un sujet important de voir que la situation économique américaine était plutôt florissante. En réalité, d'ailleurs, Joe Biden s'était appuyé là-dessus, pensant que ça serait un héritage positif, notamment pour son élection. Et c'est vrai, quand on regarde les trajectoires économiques, surtout depuis le Covid, et notamment la crise sanitaire, puis après la crise énergétique, c'est-à-dire maintenant 4 ans et demi après le début de ces crises, on voit que finalement, l'économie américaine affiche une santé insolente. En réalité, surtout par rapport à l'Europe, si on regarde les chiffres, l'économie américaine est quasiment 12 points au-dessus de son niveau d'avant-crise. 12% de PIB de plus, ce qui est quand même assez colossal. Surtout si on voit qu'en face, par exemple, l'Allemagne, qui est quand même la principale économie de la zone euro, est à zéro. C'est-à-dire qu'on a 12 points d'écart entre l'Allemagne et les États-Unis. La zone euro est plutôt autour de 4, un peu plus de 4, comme la France, d'ailleurs, un peu proche de la moyenne de la zone euro. Mais c'est quand même avoir ça en tête. On a 7 points de PIB d'écart entre les États-Unis et la zone euro. Si on le ramène au milliard, que ça représente cet écart-là, si on ramène au milliard de la zone euro, c'est à peu près 1000 milliards de moins pour la zone euro. C'est plus de 3000 euros par habitant. Donc ça veut dire que le bilan économique, juste sur la croissance, il est assez excellent. Et d'ailleurs, il y avait des craintes de récession cet été parce qu'il y a des indicateurs de retournement sur le marché du travail, l'inversion de la courbe des taux. Et en fait, quand on a les derniers chiffres, en fait, la croissance, elle ralentit très peu. On est quasiment sur des rythmes annuels proches de 3%. Ce qui, effectivement, ferait envie à n'importe quel pays européen. En revanche, ce qu'il faut quand même dire, c'est que cette croissance-là, elle ne profite pas à tout le monde. Et donc, on a d'autres indicateurs qui peuvent aussi montrer un autre panorama. Le premier, c'est qu'on voit que malgré cette croissance très forte par rapport à la zone euro, les inégalités ont continué à augmenter. Et on voit qu'on a un niveau d'inégalité qui reste, quasiment historiquement élevé, beaucoup plus élevé que n'importe quel pays européen, malgré cette croissance, malgré un chômage qui est quand même assez bas. Je disais qu'il remontait le chômage, mais il est autour de 4%. Donc on est quand même très proche du plein emploi. Et puis deux autres choses sur lesquelles peut-être on reviendra, et à mon avis qui sont 2 points quand même cruciaux, c'est que c'est une économie qui connaît des déséquilibres. On a une croissance forte, mais à côté de ça, des déficits commerciaux qui continuent à se creuser, malgré les politiques protectionnistes qui ont été mises en pratique dès le premier mandat de Donald Trump. On le voit, le déficit commercial sur juste les biens, c'est près de 1000 milliards. Donc ça reste colossal, d'où cette envie finalement de réduire ce déficit avec des mesures protectionnistes que prône Donald Trump. Et puis deuxième point qui est assez crucial, c'est que c'est une économie qui est tirée par les déficits publics. C'est-à-dire qu'on a 8% pratiquement de déficit public aux États-Unis, malgré une croissance élevée, malgré un chômage bas. Donc c'est un déficit qui est quasiment intégralement structurel. Et ça pose la question, dans des programmes politiques à venir, y compris même de la soutenabilité de ces programmes-là, au regard des déficits qui se sont creusés ces dernières années. Donc on a une dérive de la dette publique qui est assez extraordinaire. Et qu'en est-il au niveau de la santé financière des entreprises, Maxime? Alors là, en surface, elle est très bonne. On a vraiment des bilans des entreprises américaines très solides, des ratios de dette relativement faibles, qui ont même plutôt baissé, des charges d'intérêt aussi, qui malgré la hausse des taux d'intérêt depuis 2021-2022, ont baissé. Parce qu'on a observé en fait que les entreprises américaines ont été très bonnes dans la gestion de leur trésorerie. Elles ont placé leur excès dans le cash, qui est énorme, dans des bons du trésor américain qui rapportent 4-5%. Et en même temps, côté passif, donc côté dette, elles ont vraiment des dettes à des taux d'intérêt fixes, contractées avant la pandémie, pour beaucoup. Donc la charge d'intérêt n'a finalement pas beaucoup augmenté, alors que côté actif, elles ont profité vraiment de la hausse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est la situation un peu générale, qui fait un peu écho à ce que disait Mathieu, d'une très bonne situation financière des entreprises. Un taux de marge aussi très élevé, qui est en hausse constante, depuis une quinzaine d'années, disons, à peu près à 37%, ce qui ferait envie à beaucoup d'entreprises en Europe. Donc ça, c'est le panorama général. Après, sous la surface, c'est vrai que la situation n'est peut-être pas aussi reluisante que ça. On observe que beaucoup d'entreprises, notamment des PME, déclarent dans les enquêtes une situation assez dégradée en termes de vente.
il y a un optimisme qui est très faible, un pessimisme qui est très élevé pour beaucoup d'entreprises américaines. On voit ça notamment dans les enquêtes NFIB. Donc il y a une sorte d'économie à 2 vitesses en fait. C'est-à-dire que la macro nous montre une situation globale très très bonne, mais quand on creuse un petit peu dans le détail, on voit que beaucoup de PME souffrent beaucoup de la hausse des taux d'intérêt et beaucoup de l'inflation. Et ça, d'ailleurs, ça peut aussi alimenter le vote Trump, puisqu'il y a vraiment une situation, vraiment des entreprises qui ne profitent pas forcément de la bonne santé générale macroéconomique du pays. Des marges confortables, donc, une confiance pas toujours au rendez-vous. Comment est-ce que cela se traduit-il au niveau des défaillances, du nombre de défaillances ? Pour autant, et Benjamin. après ce que Mathieu et Maxime viennent de dire, ce qu'on a pu observer ces dernières années, donc depuis 2021 qui était peut-être un peu plus calme en termes de défaillances, c'est que 2022, 2023, 2024, on a un retour des défaillances et qui touche vraiment tout type d'entreprise. Le too big to fail, il est presque remis en question et un peu derrière nous. Là où avant, c'était plutôt les petites entreprises qui étaient uniquement presque, j'allais dire, touchées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a tout type d'entreprises, majoritairement toujours les petites entreprises qui sont les plus touchées, mais on voit également des défaillances de plus en plus nombreuses. En parallèle, il y a aussi de plus en plus de création d'entreprises. On est sur des niveaux records de création d'entreprises aux États-Unis, environ 5 millions de créations d'entreprises chaque année. De ce côté-là, on voit des créations importantes, des défaillances de plus en plus importantes également, dans les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, au-delà des problématiques exceptionnelles que, par exemple, Super Microcomputer peut rencontrer avec les allégations de manipulation des comptes. Forcément, le cours en bourse a chuté de 40% dans la journée, ou Boeing qui a perdu la moitié de sa valorisation en un an en bourse. Il y a globalement des éléments peut-être un peu marquants comme ça qu'on a pu rencontrer cette année, et je vous dis sur un trend qui est plutôt aussi au niveau des défaillances d'entreprises. Donc on en arrive à la question clé, en fait, quel impact de ces élections pour les entreprises européennes ? Le rapport Draghi met en lumière la nécessité pour l'Europe de se réveiller, donc de protéger ses actifs stratégiques, la défense, la santé, l'industrie. Comment cela va-t-il se traduire pour les entreprises européennes ? Alors c'est vraiment j'allais dire, le nerf de la guerre, cette affaire-là, parce que c'est une question clé. Effectivement, l'impact des choix politiques américains ont des conséquences sur l'ensemble du monde. Et donc, c'est comment ça va se traduire d'abord concrètement. On rentrera peut-être dans le détail des mesures fiscales et douanières qui seront prises, ou même en termes d'immigration. Est-ce qu'elles seront réellement prises ? Et puis, effectivement, la question, c'est comment les pays aussi vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont rester passifs ou est-ce qu'il y aura une forme de contre-attaque à la politique assez agressive que va mener Donald Trump ? Donc ça, c'est un premier point. Le point qui est quand même clé, c'est qu'effectivement, les États-Unis ont le plus gros déficit commercial du monde. Et donc forcément, les déficits des États-Unis, c'est les excédents des autres. Et ce que veut forcément Donald Trump, c'est réduire ses déficits, et il disait même reprendre les emplois qu'on lui aurait pris, parce que finalement, c'est industriel, parce que ces excédents, ces déficits-là, c'est des emplois qui disparaissent. Donc une des mesures simples, c'est de dire, voilà, on met des mesures protectionnistes importantes, c'est ce que propose Donald Trump. Ce qu'il faut savoir pour l'Union européenne, c'est que c'est le principal excédent commercial en fait, de l'Union européenne. C'est un peu plus de 150 milliards d'euros sur les marchandises, même si on a un déficit sur les services, donc c'est notre principal excédent. Donc bien sûr, on a quand même pas mal à perdre là-dessus. Et dans les biens, alors je sais qu'on rentrera peut-être un peu dans le détail, nous, ce qu'on exporte, au niveau européen, ce qu'on exporte le plus, en tout cas là où il y a le plus d'excédent, c'est l'automobile. Et donc là, on pense bien sûr à l'Allemagne. Alors il faut savoir aussi qu'au sein de l'Europe, les intérêts ne sont pas convergents pour tout le monde. Les intérêts de la France ne sont pas ceux de l'Allemagne. Donc on voit qu'on peut avoir des divergences dans les réponses, y compris de politique économique. Après, on a les médicaments et les produits pharmaceutiques, globalement le matériel médical. Ça, c'est les principaux secteurs, automobiles, médicaments et matériels médicaux. Et à l'inverse, ce qu'on importe beaucoup, c'est surtout de l'énergie. Et d'ailleurs, ça s'est accentué depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment parce qu'on a dû substituer notamment le gaz russe en trouvant d'autres sources d'énergie. Et notamment, il faut savoir que les Américains sont le premier producteur aujourd'hui de pétrole et de gaz, ils n'en sont pas loin. Donc, voilà, on n'a pas du tout la même balance commerciale là-dessus par rapport à l'Europe. Et pour la France, c'est quand même beaucoup moins fort. La France, c'est 7% de ses exportations. Donc on voit que l'Allemagne est beaucoup plus exposée que nous. C'est 7% quand même, ce qui n'est pas négligeable. C'est un petit excédent. Alors on ne va pas bouder son plaisir, parce qu'on a un déficit qui est quand même important en France. Et là, on a quand même un excédent sur les États-Unis. Et ce qu'on exporte le plus,
c'est notamment les équipements et services de matériel de transport. Et dedans, c'est quoi? C'est aussi beaucoup d'aéronautique et d'aérospatiale. En fait, c'est beaucoup Airbus. Donc il pourrait y avoir une perte pour les États-Unis à venir taxer en fait ce type d'équipements qui sont très spécialisés et que les Américains ne produisent pas forcément ou ne savent pas bien faire. Le deuxième point, c'est l'industrie chimique et pharmaceutique, qui est aussi un point important dans nos exportations vers les États-Unis. Et puis dernier, celui qui est connu, c'est l'industrie agroalimentaire, notamment tout ce qui est vin et spiritueux. D'ailleurs, Donald Trump parle souvent, quand il n'est pas content, vis-à-vis de la France, de taxer les vins français. Donc voilà, typiquement les secteurs qui sont pas mal exposés. Par contre, pareil, ce qu'on importe le plus, c'est plutôt de l'énergie et des produits électriques et électroniques. Donc on voit qu'on a des intérêts qui sont un peu divergents selon où on se place en Europe. Mais globalement, l'Europe a des excédents sur les États-Unis, donc ça inquiète ces droits de douane. Et puis, pour terminer, petite simulation qui a été faite par le CEPI, qui est un organisme de prévision internationale, à partir d'un modèle, et qui montre, d'ailleurs, dans cette simulation, c'est d'abord que les droits de douane, aujourd'hui, moyens, aux États-Unis, sont plus faibles que la moyenne mondiale. Ils sont même, et ça c'est un peu une surprise, un peu plus faibles qu'au niveau européen. Même s'ils ont augmenté depuis. Même si, bien sûr, Trump, vous avez raison, la première bien sûr, présidence. ils ont augmenté, mais quand on voit, de façon pondérée, on est autour de 2% de droits de douane moyens, quand en Chine on est à 5, et en Europe on est plutôt à 3 et quelques. Ce qui est nouveau, c'est que Trump 1 avait effectivement mis en place des premières barrières douanières, mais qui étaient sur 400 milliards à peu près, avec des taxes à hauteur de 20%. Biden n'est pas revenu dessus. Il a remis une toute petite couche, en fait, mais qui était juste sur l'automobile, les véhicules électriques, mais qui concernait, en fait, quelques dizaines de milliards d'euros. Et sur les produits chinois. Et sur les produits chinois. Là-dessus, Exactement. Et donc, l'impact était assez limité. C'est presque symbolique, voire politique. Mais là, on est sur une autre ordre de grandeur. C'est-à-dire que là, c'est tout. Enfin, la proposition, c'est de façon homogène. Tous les biens importés sur le sol américain seraient taxés à hauteur de 10% et 60% pour les produits chinois. Donc là, on est sur 2500 milliards. Donc c'est un choc qui est colossal, qui n'a rien à voir avec le choc initial protectionniste de Trump 1. Juste pour illustrer les choses, si Donald Trump mettait en place ces fameux droits de douane de 10% sur l'ensemble des produits importés, 60% sur les produits chinois, ça ferait un droit de douane américain moyen entre 15 et 20%, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis les années 40 à des 30. Voilà. Pour vous dire l'ampleur du choc que ça créerait au niveau mondial, ne serait-ce que sur la confiance. On n'a pas vu un tel niveau de droit, de droit de douane depuis les années 40. Et donc c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau mondial, les droits de douane sont plutôt au niveau de, je crois que c'est autour de 4%. Donc là, on parle de 20%. Wow. Et la Chine, les droits de douane moyenne, c'est plutôt 5 à 6%. Donc là, on joue dans une autre catégorie. La question du coup, face à ça, c'est comment les autres zones du monde, qui sont des gros exportateurs, vont réagir. Parce que là, on change de monde, clairement. Et bon, les simulations, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont assez intéressantes. Elles montrent que ce choc-là, même à minima, déjà, c'est 1,5 point de PIB de croissance mondiale en moins. Donc, c'est quand même pas rien. Quand on parle de quelques dixièmes, c'est pas rien. Et sur le commerce mondial, c'est 3,5% d'exportation mondiale en moins. Donc, ça, un gros ralentissement du commerce mondial. Et les plus gros perdants, assez logiquement, d'abord, c'est la Chine. Forcément, la Chine est les plus exposée. Mais aussi les États-Unis, parce qu'en fait, cette politique-là, elle n'amène pas de croissance, en fait. Elle va aussi renchérir le coût des importations. Et puis, bien sûr, on a l'Europe. Et en Europe, c'est plutôt l'Allemagne qui est la plus grosse perdante. Mais ça reste assez limité au niveau européen par rapport à Chine, États-Unis. Et il faut savoir, les pays qui pourront en profiter, mais ça, il peut le dénoncer, Donald Trump, c'est les pays qu'on appelle l'ancienne zone ALENA, c'est-à-dire la zone de libre-échange entre États-Unis, Mexique et Canada. Si elle est maintenue, effectivement, il peut y avoir des relocalisations au Mexique ou au Canada pour éviter ces tarifs douaniers. Et au niveau de l'impact sectoriel, Maxime, quels vont être les secteurs qui vont être effectivement, Mathieu l'a un peu évoqué, mais là, on a un tableau qui montre un petit peu les principaux pays européens, disons les 15 premiers en termes de secteurs. Ça montre en fait le montant de leurs exportations qui vont vers les États-Unis. Donc, par exemple, si vous prenez les deux premiers, ces deux petites économies relativement, vous avez l'Irlande, les produits pharmaceutiques, c'est 32 milliards d'exportés vers les États-Unis, c'est 15% de l'ensemble des exportations irlandaises. Donc il y a de quoi être un peu soucieux pour les Irlandais. Nos amis suisses, pareil, produits pharmaceutiques. Décidément, c'est vraiment un produit dont les Américains sont très friands. 33 milliards d'exportations depuis la Suisse vers les États-Unis, c'est près de 8% des exportations totales suisses. Si on prend des plus gros pays, vous avez la Grande-Bretagne, notamment l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, elle exporte 32 milliards d'automobiles. Vers les États-Unis, c'est à peu près 2% de ses exports totaux. Donc c'est quand même des chiffres assez important. Mais il y a un autre point aussi, c'est que, je voudrais revenir là-dessus, c'est que Donald Trump, il faudra bien voir sa tactique pour négocier
des accords commerciaux avec les pays européens et chinois. Il ne va peut-être pas forcément aller directement avec sur les 10%, sur les 60% sur les produits chinois. Une tactique pourrait dire, vous les Européens, vous allez ouvrir un petit peu plus tôt de marché, importer un peu plus de soja, de gaz liquéfié. C'est ce que le président Juncker de la Commission européenne avait négocié en 2018. C'est ce que les Coréens avaient négocié avec les Américains pendant la première présidence Trump. Par exemple, on réduit aussi les normes. Les importations de véhicules américains en Corée, par exemple, ils avaient négocié, on réduit les normes. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités pour les exportateurs américains, avec des normes environnementales notamment, ou sanitaires, qui sont réduites. Donc il faudra bien voir sur quel levier l'administration Trump va jouer. Ce n'est pas forcément directement une hausse abrupte des droits de douane, mais voilà, on augmente les droits de douane si et seulement si vous ne signez pas un accord qui permette, à nos exportateurs américains de plus exporter. Mais globalement, ça va avoir un impact, donc, comme tu disais, pour les Européens, mais un peu pour toutes les entreprises mondiales. Si je reprends rapidement, sur les 2 dernières années, c'est quasiment 80% du PIB mondial qui est passé aux urnes, qui a fait l'objet d'élections, en tout cas au sein du pays. En point d'orgue, on avait donc les États-Unis, il y a l'Allemagne qui va suivre bientôt avec notamment le chancelier qui vient de licencier son ministre des Finances. Tous ces choses-là, c'est des choses qu'on va suivre, évidemment. Comme je disais, les élections vont avoir un impact aux États-Unis, évidemment, mais également en Europe. Donald Trump nous a promis la résolution du conflit Ukraine-Russie en moins de 24 heures. Donc, fin janvier, c'est fini. Il faudra suivre également ce qu'il en est du conflit israélo-palestinien, mais également quid du soutien historique des États-Unis envers Taïwan versus la Chine. Et donc, dans tout ce schéma-là, ce qu'on va regarder, c'est un peu, on va parler des taxes, mais comment est-ce que les entreprises européennes vont réagir par rapport à ce protectionnisme qui va limiter forcément les exportations vers les États-Unis pour les entreprises européennes. Pardon Benjamin, j'anticipe un peu une question des auditeurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions qui seront relayées et traitées à la fin de cet échange. Comment est-ce que vous traitez cette information? Comment est-ce que vous êtes organisé chez Allianz Trade, et est-ce qu'il va y avoir des secteurs d'activité que vous allez plus ou moins soutenir, que vous allez privilégier dans votre politique de souscription des risques? Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on va observer ces changements. On a évoqué les différents secteurs. Je vais prendre par exemple les vins et spiritueux. Lors de la première présidence, il y avait déjà des taxes qui avaient été mises en place. Pour autant, c'est pas parce qu'il y a des taxes qui sont mises en place qu'on va se décider, maintenant, les vins et spiritueux aux États-Unis, on arrête de couvrir puisque Donald a mis des taxes trop importantes. Non, évidemment, on ne réagit pas comme ça. On va continuer de faire du cas par cas comme on l'a toujours fait. C'est des indicateurs qu'on va prendre en considération, bien entendu, dans nos analyses. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des taxes qui sont mises en place qu'on coupe complètement l'accompagnement ou que ces entreprises vont aller très bien ou très mal. C'est des éléments qu'on prend en compte, bien évidemment. Ce qui sera intéressant de voir pour les entreprises européennes, c'est aussi de voir comment elles vont réagir par rapport à ces données et comment l'Europe va réagir. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la taxation des véhicules électriques chinois, par exemple, très importante. Comment est-ce qu'ils vont faire pour continuer de délivrer leurs véhicules? Est-ce qu'ils vont le faire comment l'Europe va réagir? Donc on l'a vu récemment, ils ont encore confirmé la surtaxe au niveau de l'UE. Voilà, c'est des débuts de réponse qu'on retrouve. Et après, sinon, pour revenir sur votre question, comment est-ce qu'on est organisé? Vous connaissez le principe de l'arbitrage chez Allianz Trade. Donc on a des analystes crédits qui récoltent l'information aux quatre coins de la France, si je puis dire. Et ensuite des arbitres qui sont organisés de manière sectorielle pour répondre au mieux aux besoins des assurés. Et cette organisation-là qu'on retrouve donc pour la France, on la retrouve également aux États-Unis, pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, mais dans divers pays du monde. Donc aux États-Unis, on a des analystes crédits qui récoltent l'information, qui analysent le dossier, et ensuite un arbitre en local qui va prendre position par rapport à la demande qui est faite. Ensuite, nous, au sein de l'équipe internationale d'Allianz Trade France, on va revenir pour avoir un deuxième regard sur le dossier, prenant en compte les échanges qu'on va pouvoir avoir avec nos partenaires courtiers, mais également avec les assurés en direct. Faut dire quand même que depuis 2 ans, c'est un sujet qui intéresse énormément. On doit faire à peu près 500 rendez-vous au sein de mon équipe par an. On a fait intervenir Maxime de manière régulière, que ce soit en journée client ou en rendez-vous d'arbitrage.
C'est un sujet qui intéresse vraiment énormément de dirigeants d'entreprise. Pas uniquement d'ailleurs ceux qui exportent directement avec les États-Unis, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va avoir des impacts potentiellement indirectement également avec d'autres entreprises qui... Justement, sur les impacts indirects, il faut bien avoir en tête les potentielles ramifications de la guerre commerciale qui va être menée par Donald Trump. C'est-à-dire le but premier des Américains, et là il y a un consensus entre les démocrates et les républicains, c'est de réduire les capacités chinoises, en tout cas de limiter la hausse de la Chine dans un tas de secteurs. On parle beaucoup des semi-conducteurs, l'IA, ce genre de secteur. Et donc, on peut aussi envisager, les Américains, dire aux Européens, on ne vous mettra pas de droits de douane, ou pas de façon aussi importante que ça, si vous continuez, si vous accentuez les restrictions d'exportation vers la Chine. C'est ce qui s'est passé, ce qui a commencé sous la première présidence Trump, ce qui s'est accéléré sous la présidence Biden, c'est-à-dire, en gros, les Américains ont demandé aux Japonais et aux Hollandais, notamment, qui produisent des machines pour produire des semi-conducteurs de haute qualité, avec très peu de nanomètres. Je ne suis pas un spécialiste de la technologie, mais en gros, apparemment, moins de 2 nanomètres, c'est des semi-conducteurs pour lesquels les Chinois ont du mal à les produire. Et donc, ça rentre notamment dans les armements, stratégiques, exactement, ça rentre dans les armements, plein de choses, ce genre de choses. Et donc, je pense que vraiment, les Américains, ils vont encore plus utiliser leur pression sur les Européens pour dire, écoutez, on va encore plus limiter les exportations de produits stratégiques, sensibles, donc technologiques, mais aussi propriété intellectuelle, pharmaceutiques. Les Européens sont très bons, sont très en pointe dans la pharmacie. Donc je pense qu'il y aura aussi des ramifications sur les contrôles des exports, qui vont s'accroître dans cette ère du protectionnisme qui devient de plus en plus vraiment marquée. Juste peut-être pour ajouter un petit point là-dessus, et c'est vrai que ce qu'on n'a pas aussi en tête, c'est effectivement la réorganisation du puzzle mondial du commerce international. Et y compris la Chine, si elle a moins accès, ou beaucoup moins accès, pour des questions de tarifs douaniers très forts contre elle au niveau des États-Unis, pourrait chercher à écouler ses surcapacités de production ailleurs, et notamment en Europe. Et donc, vous voyez, ça change quand même la donne. C'est-à-dire que, forcément, le marché européen devient beaucoup plus attractif pour les Chinois dans ce cas-là. Le surplus chinois doit se déverser quelque part. Et voilà, ils déversent. Donc, ça met en concurrence aussi les producteurs européens face à ce surplus chinois où ils pourraient casser les prix même pour avoir ce qui est déjà le cas, mais encore plus parce qu'il y a des surplus. Donc, vous voyez, ces choix-là, en fait, vont avoir des conséquences vraiment sur le puzzle du commerce mondial et il va falloir le suivre de façon attentive parce que je pense qu'effectivement, Donald Trump est quelqu'un qui fait des deals et va chercher aussi à défendre des intérêts, mais au cas par cas. Voilà, ce ne sera peut-être pas la politique homogène dont il parle. Un dernier point, juste, il faudra regarder aussi ce qui se passe avec le Mexique. Oui, bien sûr. Parce que Trump n'aime pas du tout les importations de produits, de véhicules produits au Mexique par des investissements chinois. Il a dit pendant la campagne électorale qu'il mettrait des droits de douane de 100 à 200%. Ils sont actuellement environ à 2,5%. Donc il pourrait se passer des choses à la frontière, on va voir au niveau migratoire, mais aussi au niveau commercial, à la frontière américano-mexicaine, où là, on pourrait avoir les douanes américaines qui vont augmenter les contrôles vis-à-vis des imports mexicains, et notamment ils vont aussi regarder les produits, Mathieu l'a évoqué, les produits qui sont fabriqués en Chine, qui passent par le Mexique, par la zone USMCA, donc l'accord de libre-échange nord-américain, et qui rentrent aux États-Unis. Donc c'est par ce biais que les Chinois doivent essayer d'exporter leur surplus en passant par le Mexique, et Trump est très très conscient de ce phénomène. Donc attention aux droits de douane contre le Mexique, attention au contrôle douanier et au potentiel impact sur les chaînes de valeur. Mexique, États-Unis, vous avez des produits qui traversent la frontière jusqu'à 8 fois, notamment dans l'industrie automobile, des produits qui 8 fois la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc c'est vraiment des chaînes de valeur très très intégrées. En fait, d'un point de vue, si je me permets de terminer, d'un point de vue secteur, pour nous exportateurs, peut-être français ou européens, les secteurs qui vont être probablement les plus impactés, ça va être l'agroalimentaire, on a parlé, les vins et spiritueux, l'automobile, la pharmacie également. Mais pour revenir sur notre organisation, c'est vraiment du cas par cas. En fait, il y a des entreprises qui vont très bien performer dans des secteurs qui vont moins bien, et inversement, des entreprises qui vont moins bien dans des secteurs ou des pays, parce que c'est l'analyse sectorielle, mais également l'analyse pays qu'on peut faire, qui vont aller très bien dans des pays ou des secteurs d'activité qui vont moins bien. Donc on fait vraiment du cas par cas, on échange avec les acheteurs, on échange avec les assurés et nos partenaires courtiers. Voilà, donc beaucoup de discernement. J'aimerais que nous revenions un peu sur les entreprises américaines et donc sur leur sol national. Quel va être l'impact en fait? Alors là, il y a deux
grands types de politiques qui vont impacter, je pense, l'entreprise américaine. La première, on va dire, elle est positive, la deuxième, elle est négative. La première, c'est la politique budgétaire et fiscale. Donald Trump, les républicains, comme on le sait, sont friands des baisses de taxes. Alors Donald Trump a promis tout un tas de baisses de taxes sur les ménages. Et côté entreprise, il a notamment promis une réduction de l'impôt sur les sociétés, il est actuellement à 21% au niveau fédéral. Il a promis, alors à 20%, une petite baisse pour les entreprises générales, mais pour les entreprises particulièrement du secteur manufacturier, on revient sur la politique protectionniste et de poursuite de la réindustrialisation américaine, il a promis une baisse de ce impôt sur les sociétés à 15%. Donc bien évidemment, ça va être favorable à tout un tas d'entreprises. Bien sûr, le coût de tout ça, c'est effectivement Mathieu l'a évoqué en préambule, c'est les déficits budgétaires américains qui sont à plus de 7% du PIB. Et nous, on a fait des petites simulations. Qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, pour 2026 ? On peut envisager que les mesures fiscales seront prises pour 2026. Ça pourrait être des déficits américains qui sera au-dessus des 8% de PIB. Donc ça, c'est assez inquiétant. Mais globalement, à court terme, c'est quand même très favorable pour un nombre d'entreprises. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, en revanche, c'est qu'aussi Donald Trump, parallèlement, c'est là qu'on voit peut-être un peu les incohérences de sa politique économique, c'est qu'il a promis de fortement réduire les flux d'immigration et aussi d'expulser jusqu'à 8 millions de personnes travaillant mais qui n'ont pas de papier. Donc potentiellement, s'il met ces politiques en œuvre, ça peut être un choc énorme puisque vous avez beaucoup de secteurs aux États-Unis qui sont très dépendants de la main-d'œuvre étrangère, notamment des flux d'immigration. Vous avez par exemple le secteur de l'agriculture et de la construction, plus de 35% de la main-d'œuvre employée est d'origine étrangère. Donc si Donald Trump est vraiment très sérieux sur cette politique migratoire stricte, et je pense qu'il y a des raisons de le prendre au sérieux, parce qu'il a été en partie élu là-dessus, sur une politique migratoire très stricte, très dure, il est à craindre que des pénuries se forment dans nombre de secteurs, les secteurs que je viens d'évoquer. Et si on tire un petit peu le fil du raisonnement économique, ça pourrait mener à des hausses de salaire et de l'inflation. Donc il y a toujours ce risque que l'économie américaine n'est pas totalement débarrassée de l'inflation au niveau macroéconomique. Et donc ça veut dire que potentiellement les taux d'intérêt ne vont pas autant baisser que beaucoup le pensent. Et donc il y a encore d'autres ramifications, donc inflation, taux d'intérêt plus élevé. Ça, c'est pas très bon pour des secteurs comme la construction, par exemple. Le secteur de la construction aux États-Unis, c'est le gros secteur qui souffre encore, en dépit d'une santé globale de l'économie américaine, comme Mathieu le disait, plutôt assez bonne, avec 3% de croissance du PIB. La construction, c'est un peu le seul secteur qui, lui, continue de baisser. Donc attention aux ramifications inflation, pénurie de main-d'œuvre et taux d'intérêt. Le UK d'ailleurs a un peu connu ça il y a quelques années suite au Brexit, avec la construction qui aujourd'hui, on le voit, c'est les... Et l'agriculture aussi. L'agriculture, c'est des secteurs qui aujourd'hui, au UK, sont particulièrement en difficulté et où on retrouve de plus en plus de défaillances et de tensions de trésorerie au sein des entreprises. Sans aller jusqu'à noircir le tableau et se dire que c'est ce qu'on va connaître aux États-Unis également, c'est des choses évidemment qu'on peut anticiper en comparaison de ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays. Alors, qui vont être les principaux bénéficiaires de cette politique industrielle aux États-Unis Est-ce que... Oui, c'est vrai que donc Donald Trump, effectivement, sa stratégie, elle est très claire, c'est-à-dire d'augmenter les droits de douane pour accroître les recettes sur les importations, en fait. Et avec cet argent supplémentaire, qu'est-ce qu'il va faire, Donald Trump ? Il veut baisser les taxes, on l'a dit, mais il veut aussi accroître les subventions industrielles. Il faut savoir que les subventions industrielles, elles sont en forte augmentation depuis la première administration Trump. Elles ont continué de progresser fortement sous l'administration Biden. Les démocrates sont très friands des subventions industrielles. On l'a vu avec le fameux IRA, la loi de transition verte, pour accélérer la transition verte, disons, aux États-Unis, donc qui a bien marché, qui devrait coûter presque jusqu'à 1 000 milliards de dollars d'après les dernières estimations sur 10 ans. Donc c'est vraiment avec des effets tangibles, avec notamment la construction d'usines de batteries, d'éolien, ce genre de choses qui a explosé dans les États du Sud. Donc il y avait vraiment des effets très tangibles. Et les semi-conducteurs, la haute technologie, ça c'est plutôt lié au CHIPS Act de l'administration Biden. Donc nous on pense qu'effectivement, finalement les politiques industrielles américaines vont continuer de s'accroître. Trump, il va encore déverser peut-être encore plus de milliards. Alors pas forcément sur les mêmes secteurs. C'est là qu'il faudra faire attention. C'est-à-dire que d'une part, Trump est très friand de 3 gros secteurs, en gros, si je caricature. L'automobile, il a promis de rapatrier l'entièreté de la chaîne de valeur automobile aux États-Unis, donc attention encore une fois au Mexique. L'aluminium et l'acier. Donc
on peut s'attendre effectivement à une forte hausse des subventions industrielles pour ces trois secteurs que je viens de vous citer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut s'inquiéter en partie seulement des subventions vertes de l'administration Biden. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'au Congrès, beaucoup de républicains, sénateurs et membres de la Chambre des représentants se sont déjà exprimés publiquement contre une remise à plat de l'IRA. C'est-à-dire, en gros, les républicains, ils font partie beaucoup des États du Sud, et les États du Sud, ils profitent massivement des subventions en fait, de l'IRA, donc des subventions vertes, notamment dans la construction de panneaux solaires, de batteries. On le voit notamment, par exemple, la production aussi d'électricité verte. C'est le Texas, maintenant, qui est le premier État américain en termes de production, en volume, d'énergie verte. Donc vraiment, ces États sont vraiment... les États rouges, comme on dit, les Red States, profitent largement des subventions de l'IRA, paradoxalement, donc, alors que c'était une politique menée mise en place par Biden, et donc il y a une certaine pression, un lobby, je pense, qui va s'opposer à Trump contre l'abrogation de cette loi. Donc je ne suis pas sûr que l'IRA, en fait, finalement, voilà, exactement. En tout cas, je pense par contre que sur les subventions sur l'achat de véhicules électriques, là, Trump n'aime pas du tout les véhicules électriques, même s'il est maintenant allié avec Elon Musk. Ça dépend quel véhicule électrique. Ça dépend des véhicules C'est du Tesla, c'est bon. Mais là, il y a plutôt un consensus parmi les républicains pour couper dans les subventions à l'achat de véhicules électriques. Mais globalement, sur les subventions industrielles, il est possible que l'administration Trump, finalement, les garde sur la partie industrie verte, mais les développe ou les augmente dans les secteurs auto, aluminium et acier. Au niveau des défaillances, qu'est-ce que vous anticipez chez Allianz Trade pour les prochains mois? On l'a évoqué très, très schématiquement. Ce qu'on peut s'attendre à ce que certains secteurs, type l'agriculture, la construction ou également la santé, souffrent davantage et les secteurs manufacturiers en profitent un peu plus. Industriels devraient bénéficier de ces baisses de taxes. C'est quelque chose qu'on va évidemment prendre en compte dans nos analyses. Ce qu'on voit sur les schémas, c'est qu'on a des impacts de défaillance qui sont plutôt en hausse, liés à l'inflation tout d'abord, la politique migratoire également, mais également les taux d'intérêt que Maxime a pu évoquer, qui devraient rester assez hauts, et donc un déficit public qui nécessite de financer à des taux d'intérêt assez élevés. Donc plutôt des défaillances en hausse qui sont attendues aux États-Unis, mais ça reste le cas également au niveau mondial. Non, juste peut-être pour... je voulais ajouter un petit point sur les questions... globalement, juste pour... Sur l'économie américaine. Oui, juste pour... globalement, ce qu'il faut avoir en tête quand même, il me semble, c'est que deux choses. Ce qui se passe aux États-Unis concerne en général, on l'a bien dit, le monde entier. Et surtout, on est face, on verra s'il sera appliqué, mais a priori, il y a des chances qu'il soit appliqué, le programme Trump. C'est un programme de rupture. C'est un programme de rupture, ça a été dit, Maxime l'a dit, la politique fiscale, aller jusqu'à 15% de baisse de l'impôt sur la société, qui est le minimum OCDE. Aujourd'hui, on entreprise critique manufacturière. Donc c'est quand même pas rien, voilà. Politique migratoire, il a parlé de la plus grande expulsion de l'histoire. 8 millions. 8 millions, enfin voilà, c'est colossal. Et des tarifs douaniers qui n'ont jamais été atteints depuis, je crois, années 40, les années 40. Disait, voilà. Donc c'est un renversement spectaculaire de la politique économique, sachant qu'effectivement, il a le pouvoir politique pour le faire. Ça, c'est quand même un point important par rapport au Trump 1 notamment, et qu'il semblerait qu'il souhaite le faire. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez crucial. Juste là-dessus, ce qu'il faut quand même avoir en tête, sur les points qui ont été évoqués, juste rapidement, mais la question des déficits, elle est quand même, elle est vraiment au centre du débat. C'est-à-dire qu'on voit qu'en France, elle l'est, pour d'autres raisons. On a eu un dérapage budgétaire important en France. Aux États-Unis, Maxime l'a rappelé, on est à plus de 7% de déficit public. Et dans la campagne, la question budgétaire n'a pas été du tout centrale. On n'a même pas parlé. Ni Harris, ni Harris. Alors, Kamala Harris, elle proposait 3 500 milliards de plus. Bon, Trump, il fait 7 000. Il fait toujours 2 fois plus. Ça, c'est simple. Tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire 2 fois plus. Mais alors même que le déficit était déjà à 7. Alors que là, je rappelle, nous, la zone euro, dans son ensemble, sera à 3% de déficit public en 2024. Donc, si vous voulez, la stratégie de politique budgétaire n'a rien à voir. Donc, c'est vrai que c'est une espèce de relance permanente. Et donc, la question, c'est jusqu'où les États-Unis peuvent relancer. C'est-à-dire qu'on parle du privilège exorbitant du dollar, parce qu'ils ont le dollar, et donc il n'y aurait pas de risque sur la dette américaine. Et quand on voit la dérive de la dette, il y a une projection qui montre que la dette fédérale, aujourd'hui, c'est 100% du PIB aux États-Unis. Et
si le programme Trump est mis en place, on monterait à 142% d'ici 10 ans. Bon, est-ce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque sur la dette américaine? Au bout d'un moment, est-ce que les investisseurs vont continuer à alimenter le financement d'une économie américaine ultra déficitaire? On voit déjà que les taux d'intérêt sur les marchés obligataires Commence pas mal augmenté depuis l'élection de Trump, même en anticipation. Et plus de 4%. Donc, Et qu'en est-il de l'euro? Peut-être que ça va être ça va intéresser effectivement, nos donc la question c'est est-ce qu'au bout d'un moment il y aura une prime de risque sur la dette américaine? Alors qu'on dit que c'est pas possible, mais est-ce que la dette américaine peut absorber toute l'épargne mondiale? Et ça me semble un peu compliqué au bout d'un moment. Donc il peut y avoir des arbitrages quand même. Et est-ce que s'il y a une monnaie concurrente au dollar petit à petit qui s'installe, on peut voir des choses. Donc est-ce que Trump aura les moyens de cette politique-là? Il faut quand même le poser assez concrètement. Deuxième point, c'est aussi effectivement par rapport à l'euro. C'est-à-dire que ce qu'on a dit là aussi, c'est que cette politique... Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que Donald Trump a dit qu'en fait, d'ailleurs il a mis en avant, il voulait effacer l'inflation. Ouais. En gros, que l'inflation avait un problème, il allait l'effacer. Mais en fait, son programme, il est inflationniste. Alors sur certains points, il ne l'est pas. Hein. Par exemple, sur l'énergie, il ne l'est pas. Mais par contre, les barrières douanières, ça renforce le coût des importations. Donc ça va créer de l'inflation. Et forcément, la politique migratoire, comme elle va être menée, si elle est menée comme ça, va créer des tensions extrêmement fortes sur le marché du travail. Quand vous avez 35% d'immigrés sur un secteur, la restauration par exemple, ou dans le BTP, il y aura des répercussions très fortes sur le marché du travail, donc sur les salaires, ou sur les prix. Donc une des conséquences de ça, c'est qu'il va y avoir à mon avis un bras de fer, parce qu'il y aura plus d'inflation aux États-Unis qu'en Europe, donc il risque d'avoir un bras de fer entre la Réserve fédérale américaine et Trump, qui a commencé à mettre la pression, parce que dans ce cadre-là, il n'est pas sûr que la Réserve fédérale américaine baisse ses taux d'intérêt. Et Trump va être furieux là-dessus. Hein. Et il va être furieux parce que lui... Les taux d'intérêt très bas, lui. Comment vous financez ce programme de relance extrêmement fort si les taux ne baissent pas? Et donc, si les taux ne baissent pas, ça compromet un peu quand même tout ça. Et puis, alors, l'autre point, qui est plus positif pour l'Europe dans ce cadre-là, c'est effectivement que, clairement, à ce moment-là, si nous, les taux baissent parce que l'inflation rentre dans les clous et qu'ils ne baissent pas aux États-Unis, on aura un différentiel de taux important qui va quand même plutôt renchérir le dollar et plutôt déprécier l'euro. Donc on peut s'attendre progressivement à une dépréciation éventuellement. Et d'ailleurs, Trump va être aussi furieux, je pense, sur l'appréciation du dollar. Ouais. Puisqu'une de ses politiques, hein, quand vous écoutez son cercle proche, ils veulent justement l'inverse. Ils veulent une politique de baisse du dollar. Puisqu'ils ont bien compris que l'appréciation du dollar va en partie annihiler les effets des hausses des droits de douane. Ouais. La Chine, pendant la première présidence Trump, finalement, une bonne partie de l'effet des hausses des droits de douane avait été en partie compensée par le fait que le dollar s'était apprécié face à la monnaie chinoise. Donc les conseillers de Trump sont furieux là-dessus. Ils veulent mener une politique de dépréciation du dollar, type accord du Plaza 1985. L'administration Reagan, soutenue par le Congrès démocrate, avait fait un deal avec les pays du G7, Allemagne de l'Ouest, France, Grande-Bretagne, Japon, pour intervenir sur le marché des échanges, parce que le dollar était à des niveaux historiquement élevés, au milieu des années 80, et ça avait marché. Le dollar a baissé de près de 20% en l'espace de moins de 2 ans. Donc il y a cette idée parmi les conseillers de Trump de renégocier une sorte d'accord du Plaza pour faire baisser le dollar. Alors là, vous voyez, on essaie de jouer sur toutes les politiques. La politique tarifaire, la politique du dollar. Peut-être que les pays qui refusent d'aider les Américains à faire baisser le dollar, ils auront plus de droits de douane. Donc on revient sur l'effet deal dont Trump est assez effrayant, c'est-à-dire... voilà, si vous ne m'aidez pas à faire baisser le dollar, je vous mets un droit de douane de 10%, de 20%. Donc attention, tout ça pour dire que attention à la politique du dollar. À mon avis, on va beaucoup en parler pendant la présidence Trump. Si je peux ajouter un petit point aussi qui me semble important. Enfin, donc d'abord, ça montre que les choix politiques seront forts et qui auront des impacts. Donc c'est un peu le retour aussi de la politique, très fort là-dessus, je trouve. Et l'autre chose dont on a moins parlé, donc effectivement cette politique migratoire, qui est quand même aussi une bascule. Il faut savoir que la croissance américaine, elle est effectivement alimentée par des gains de productivité, mais aussi par une immigration forte, en réalité. Il faut savoir que s'il y avait cette immigration, la main-d'œuvre et la population diminueraient depuis, je crois, 3 ou 4 ans, on serait même en baisse démographique. Donc si vous voulez, elle est alimentée. Donc forcément, ça aura un impact sur la croissance potentielle aussi. Parce que si vous avez moins de main-d'œuvre, si vous avez moins de ressources pour travailler, vous avez une croissance qui est aussi moins dynamique. Ça, c'est assez mécanique. Et comme tu disais, s'il faut la remplacer, elle ne se remplacera pas au même prix. Non, donc, pas au même prix. Donc ça sera ça plus inflationniste. Ça va encore être un effet inflationniste. Et dernier point, qui est quand même un point très fort, et je pense qu'on va discuter de beaucoup de choses dans les semaines et les mois à venir, c'est la politique climatique. Là, on est une divergence, on a un grand écart. Rappelons, l'Europe a pris des engagements, ce qu'on appelle le Fit for 55, c'est de revenir
assez rapidement pour arriver à 0 émission nette carbone d'ici 2050, réduction de 55% ses émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 90. Là, Trump, il sort clairement des accords de Paris. Donc ça veut dire que la trajectoire carbone, en gros, il s'en fiche. C'est pas son problème. D'ailleurs, il dit drill, drill, drill. Ce qui compte, c'est de forer, c'est de continuer à augmenter les capacités de production pétrolière et gazière. Et la question climatique, elle est très secondaire. Et donc c'est pareil, comment l'Europe, parce qu'il y a un coût à la transition énergétique. C'est-à-dire que c'est une nécessité, bien sûr, pour la question climatique, l'environnement, mais il y a un coût à cette transition. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, c'est les divergences de politique, on l'a dit, fiscale, extrêmement agressive du côté américain, politique de relance XXL du côté américain, alors que nous on parle plus de consolidation budgétaire en Europe, politique commerciale, on en a beaucoup parlé, et puis politique climatique. C'est-à-dire que est-ce que l'Europe va suivre à la lettre ses engagements climatiques si les États-Unis ne le respectent pas du tout, sachant qu'il y a un coût commercial et compétitivité. Et donc là-dessus, c'est vrai que ça renvoie aussi au rapport Draghi, très clairement, sur comment les risques, face aux risques de délocalisation, comment l'Europe va réagir face à ça, y compris sur les questions d'innovation, sur les questions de sécurité, sur de dépendance, sur les questions climatiques, énergétiques. Donc toute la liste est là, et donc je dirais il y a du boulot sur la planche, mais ça va peut-être aussi réveiller l'Europe face à ça. Ce sera intéressant à suivre en tout cas. Alors on a quelques questions très intéressantes. La première, comment les politiques de Trump peuvent impacter le secteur du luxe ? Peut-être plus pour Benjamin, Maxime. Moi, globalement, le secteur du luxe, on voit que j'avoue pas être très expert sur le sujet, mais on voit que c'est un secteur qui souffre un peu davantage de toute façon, que ce soit avec ou sans l'élection de Donald Trump. Mais de toute façon, si il souhaite mettre en place des taxes, il va y avoir ces taxes qui seront impactantes aussi sur ce secteur-là. C'est un énorme marché, le secteur américain, mais je pense que le secteur du luxe, c'est vraiment aussi lié à la Chine. Le ralentissement chinois, les ventes ont été effectivement très médiocres, je crois, au cours de l'année passée. Donc, plus à regarder du côté de ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe en Chine, et je pense aussi que pour le coup, la concurrence là-dessus, elle n'est pas très forte. C'est-à-dire que vous n'avez pas des fabrications de luxe forcément équivalentes aux États-Unis par rapport à ce qui est fait en France. Donc, l'intérêt des barrières douanières est moindre. Et puis surtout, effectivement, le ralentissement économique mondial et l'effet qu'on connaît a un effet sur le luxe, mais par contre, c'est un secteur qui est moins sensible aux droits de douane. Parce que la demande n'est pas c'est pas l'effet prix qui est le déterminant majeur par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Donc, bon, je pense que effectivement, le luxe est plus impacté par le ralentissement de la croissance mondiale et chinoise notamment. Et chinoise, bien sûr. Alors, une question plutôt concernant le risque politique. Que peut-on attendre des impacts de la politique de Trump dans les grands conflits du monde, Ukraine, Israël, tensions entre la Chine et Taïwan? On va se compléter. Il faudra peut-être un autre webinaire. Tu peux prendre Taïwan. Non, mais on l'a évoqué, je crois, au début, mais ce qu'on va regarder de près, c'est le conflit en Ukraine. Puisque là, qu'est-ce qui s'est passé? Trump va essayer de négocier un deal. Il a déjà commencé, apparemment. C'est-à-dire, l'Ukraine, grosso modo, céderait une partie de ses territoires de l'Est. On aura une zone démilitarisée, occupée par les Européens, aux frais des Européens. C'est ce qu'on a compris. L'Europe, bien évidemment, n'est pas très contente d'entendre ça. Est-ce que l'Europe va continuer? Déjà, elle va refuser le deal, et donc, ce qui est très possible, voire probable, et continuer à soutenir l'Ukraine. Et là, potentiellement, des tensions pourraient réapparaître entre la Russie et l'Union européenne et la Grande-Bretagne, de l'autre côté. Donc, il faudra regarder. Moi, je pense que le plus inquiétant dans cette histoire, d'un point de vue économique, c'est l'impact sur les prix de l'énergie. Des nouvelles tensions, des nouvelles sanctions contre la Russie, parce que l'Europe n'est pas totalement sevrée encore au gaz russe. Donc, la Russie pourra encore plus couper le gaz. Donc moi, c'est le premier canal d'impact que je vois, c'est vraiment sur le prix de l'énergie, pour ce conflit-là. Après, ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, l'Europe vit quand même en partie sous le bouclier américain, notamment avec les accords de l'OTAN. On voit qu'il les a dénoncés pas mal en disant que ceux qui ne paieraient pas ne seraient pas protégés. En gros, si vous n'êtes pas à 2% du PIB dans la défense, vous n'êtes pas protégé. Est-ce qu'il le fera ou pas? En tout cas, je pense que ça peut effectivement créer des tensions fortes. On ne sait pas comment peut réagir effectivement Vladimir Poutine à tout ça. Kamala Harris disait que si il y avait eu Trump à l'époque à la Maison-Blanche, en fait, Poutine serait déjà à Kiev. Donc vous voyez, la question, elle est claire. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est effectivement un rapport de poker en disant si vous ne faites pas ça, je ne vous soutiens pas, et donc ça oblige les Européens à augmenter leurs dépenses dans la défense?
ou est-ce qu'il est capable de le faire? Donc c'est vrai que ça peut aller très vite. On l'a vu que les crises économiques, les crises géopolitiques, elles sont allées à des endroits où on ne les attendait pas, hein, clairement, on le voit, hein. Ça c'est sûr. Et puis, alors sur le Moyen-Orient peut-être. Sur le Moyen-Orient, alors il y a le Moyen-Orient, effectivement, et notamment les rapports vis-à-vis de l'Iran, hein, qui sont très durs. Un soutien fort à Israël aussi, également. Est-ce que ça va créer des tensions sur le marché pétrolier ou pas? Ça, c'est une Pour question. l'instant, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors, de l'autre côté, les États-Unis disent qu'ils vont forer, donc augmenter les capacités de production. Donc, ça pose la question de quel rapport ça va avoir avec l'OPEP aussi, notamment sur ce domaine-là. Et puis, juste pour terminer là-dessus, il y a aussi Taïwan. Hein, Taïwan. Enfin, voilà, je vous laisserai compléter. Mais en fait, il est comme isolationniste. Donc, en fait, il laisse pas, je dirais pas une ouverture à la Chine pour envahir Taïwan. Il est ambigu. Mais il est beaucoup plus ambigu que n'était Biden. L'intervention américaine, si les Chinois décidaient d'intervenir, évidemment, Trump a été beaucoup plus ambigu. Il a commencé par un peu bâcher Taïwan en disant que Taïwan, ils ont pris une partie de la capacité de semi-conducteurs. Donc le soutien conditionnel américain, là où Kamala était plutôt très accompagnante. Voilà, donc les Chinois, c'est pas exclure que, alors on n'aura pas forcément une invasion de l'île, on peut avoir un blocage. Et là, attention aux chaînes de valeur, parce qu'on revient là-dessus. Taïwan est bien évidemment très imbriqué dans les chaînes de valeur logistiques mondiales sur les produits de haute technologie. Hein. Donc là, ça peut être assez inquiétant, hein, les impacts si on a un blocus de l'île de Taïwan. Alors une question, pouvez-vous détailler l'impact sur les sociétés qui n'exportent pas? Européenne. Européenne, j'imagine. Mais en fait, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. La Chine, typiquement, très schématiquement, qui ne pourra plus déverser ses produits sur le marché américain, va devoir se retourner vers d'autres marchés, et potentiellement l'Europe. Une fois que vous avez abondance de produits chinois sur le sol européen, c'est peut-être des produits avec une concurrence plus accrue pour les entreprises qui n'exportaient pas aux États-Unis, mais qui, là où elles pouvaient vendre en France, vont découvrir une nouvelle concurrence, vont avoir des marchés plus bataillés que ce que c'était auparavant. Et pour aller un peu plus loin, même les entreprises qui exportaient, on va dire, un petit peu avec les États-Unis, qui, du fait de ces droits de douane, vont ne plus vouloir le faire, vont peut-être se recentrer également sur le marché européen, ou devoir aller chercher d'autres marchés au niveau mondial. Mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, je disais, tout le monde est concerné finalement, de près ou de loin, par cette élection américaine. Et c'est vrai qu'il y a les impacts directs qui sont beaucoup plus évidents, hein, pour les exportateurs qui sont déjà directement touchés par cette nouvelle politique commerciale, mais il y a effectivement des effets en fait, de ruissellement, y compris, on l'a vu, hein, sur la recomposition du commerce mondial, effectivement des surcapacités qui pourraient être déversées plus en Europe alors qu'elles étaient aux États-Unis avant, par exemple, mais aussi sur la croissance mondiale, en réalité, parce que c'est un choc négatif, a priori, sur la croissance mondiale. Et donc ça joue aussi sur les carnets de commandes, y compris des entreprises domestiques qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, par ces effets comme ça de chaîne de valeur, ou en tout cas des effets macroéconomiques de diffusion. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc c'est pas un petit choc, quoi. C'est vraiment, il y a un effet Trump à mettre en avant au niveau mondial, mais aussi sur la répartition, effectivement, la répartition géographique de cette nouvelle croissance, quoi. Une dernière question. Pensez-vous que l'Union européenne aura une politique commune en cas de guerre commerciale avec les États-Unis? C'est une très bonne question, ça. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, mais je n'en serais pas si sûr. Puisque je pense que l'administration de Trump, ils vont jouer sur les divergences des gouvernements. On sait que, par exemple, il est très proche de la Hongrie de Viktor Orban et de l'Italie de Giorgia Meloni, hein, qui est un petit peu la dirigeante européenne, je ne dirais pas forcément la plus puissante, mais qui a le vent en poupe, puisqu'elle a fait des très bons résultats aux dernières européennes. Donc elle a été confortée dans son siège au gouvernement italien. Elle est, de façon idéologique, elle est très atlantiste. Elle est proche de l'administration Trump aussi, plus généralement, sur le plan des valeurs. Donc, Trump pourrait essayer, par exemple, de dire, vous, l'Italie, je ne mets aucun droit de douane. Mais par contre, l'Allemagne et la France, vous, je vous mets les droits de douane. Et là, comment on va réagir? Est-ce que l'Italie va dire, moi, je suis solidaire de l'Allemagne et de la France, donc je mets aussi des droits de douane sur les produits américains, sachant que la politique commerciale est théoriquement du ressort de la Commission européenne, mais ça se négocie quand même entre les capitales, hein, les grandes capitales, Rome, Paris, Berlin. Hein. Donc, il y a un risque, je pense, il y a un risque vraiment que Trump joue sur la division au sein de l'Union européenne, notamment avec l'Italie versus l'Allemagne et la France. Et on le voit, là, on parlait tout à l'heure des véhicules chinois, qui est la surtaxe qui a été confirmée, là, mais tous les pays de l'UE n'étaient pas forcément d'accord pour maintenir cette surtaxe. Donc il y a déjà des divergences qui existent, mais effectivement, c'est un point crucial de voir comment l'UE et l'Europe va réagir face à cette nouvelle problématique qu'on rencontre aujourd'hui.
Et c'est vrai, on l'a bien dit, mais il y a des intérêts commerciaux qui sont différents selon les types de secteurs, Les si pays. vous êtes exportateur net ou pas. Certains ont beaucoup à perdre, d'autres pas forcément. Il y a des intérêts, des convergences politiques qui sont différentes. Et puis, c'est vrai qu'on a toujours eu du mal en Europe à prendre des décisions communes. Et puis, elle ne s'est pas construite sur le protectionnisme, l'Europe. Ce qui n'est pas forcément le cas des États-Unis, qui ont quand même ce côté Très protectionniste. très protectionniste, qui est beaucoup plus dans leur ADN. Donc, il y a déjà le fait que l'Europe ne s'est pas construite là-dessus, qu'il y a des intérêts qui sont divergents. Et après, j'allais rajouter une couche, c'est qu'on a aussi une crise politique, enfin des crises politiques. On le voit en France, clairement. On voit qu'on n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. On a donc une France quand même qui est affaiblie. On a une Allemagne qui est extrêmement affaiblie aussi. Ça a été rappelé tout à l'heure par Benjamin, où il y a eu le licenciement effectivement du ministre des Finances et il y aura une nouvelle législative. Donc l'Europe va être obligée de réagir, mais on va voir comment elle va être capable de réagir. Donc c'est souvent effectivement dans les crises que l'Europe se construit, mais là elle est face à un gros défi. Voilà, eh bien, merci à tous, merci à nos intervenants pour Merci. leurs éclairages précieux et puis se souhaiter beaucoup de pragmatisme pour sauver la compétitivité des entreprises Faut rester européennes. optimiste. Et puis aussi, malgré les divergences climatiques, qu'on puisse quand même avancer sur notre transition énergétique au mieux. Voilà, merci à tous.